Donc, voilà, on va faire une petite conférence que j'ai appelée décryptage, pas déchiffrement, pas chose comme ça, vraiment décryptage, parce que les containers, c'est crypté. C'est complexe, on entend beaucoup de choses, on en parle beaucoup, on en voit beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal à se positionner par rapport à la technologie, à savoir où commencer, à savoir qu'est-ce que c'est, à savoir est-ce que c'est pour moi, est-ce qu'il faut que j'en ai peur. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Moi, je suis Renaud Chaput, RunChap sur Twitter, IRC et un petit peu partout. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que je fais de l'admin 6. J'ai commencé avec des vieilles Red Hat chez OVH où je ne savais pas trop ce que je faisais quand j'avais 13-14 ans. Jusqu'à dernièrement, voilà, j'ai bossé chez Photolia où j'ai monté l'infra. Et puis maintenant, j'ai complètement changé de sujet. J'ai créé Telgraph, donc avec Marie-Laure qui est là aussi, on a fondé la société pour essayer de créer un site web pour raconter des histoires avec ses photos, parce qu'on aime bien tous les deux la photo et on a vu un besoin. Donc je fais plus trop de l'admin 6 avec Telgraph, hein, notre infra c'est un petit dédié chez OVH, c'est pas encore grand chose, ça viendra un jour. Et à côté je fais aussi du conseil, parce que il faut bien gagner un peu d'argent pour l'instant, donc sur tout ce qui est architecture, container, cloud, là où j'ai pas mal d'années d'expérience. Voilà. Et tout ça, à force de parler avec des gens, de voir un peu les problématiques, de voir les problèmes, de voir les réactions des gens, j'ai commencé à avoir pas mal de retours et plein de choses sur les containers. On entend de tout. On entend les containers, c'est Docker. Bon, peut-être. Container, c'est un truc de développeur. Ok, peut-être, peut-être pas. Les containers, c'est magique. Probablement pas. Les containers, c'est en prod en 2 minutes. C'est une révolution. On va peut-être pas aller jusque-là. C'est la mort de notre métier. Alors ça, on l'a entendu plusieurs fois. Ou pas. Voilà, donc plein de questions, plein de problématiques qui m'ont donné envie au fil du temps de faire une petite présentation de mon point de vue sur les containers, qui est une technologie à découvrir, où j'ai passé pas mal de temps à lire, à expérimenter, à faire des choses. Et je me suis dit, voilà, essayons d'aborder ça d'un point de vue de sysadmin, d'un point de vue de quelqu'un qui fait du système depuis 15 ans. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui arrive, les containers? Donc, comme on est ici tous admin, je me suis dit, je vais commencer par quelque chose de basique qui parle à tout le monde, c'est la technique. Techniquement, un container, qu'est-ce que c'est? Et c'est le premier, je vais en faire plusieurs, des simplifications ou des raccourcis, hein, parce que c'est un sujet complexe et en 40 minutes, on n'a pas le temps vraiment d'en faire le tour. Donc mon raccourci, ça va être d'assimiler ou de prendre comme exemple Docker. Docker qui est, souvent quand on entend parler de containers de nos jours, on va entendre parler de Docker. Donc je vais partir de là pour commencer à expliciter techniquement qu'est-ce que Docker, qu'est-ce que ça couvre et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sysadmin. Donc Docker, à la base, en fait, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà croisé depuis longtemps. Ce sont les namespaces, oula, on voit mal. Ce sont les namespaces et les cgroups et des petits bouts de file system qui sont dans le kernel Linux depuis tout plein d'années, qui sont utilisés par beaucoup de gens. Par exemple, Google, qu'on connaît tous, utilise des containers en prod depuis 15 ans. Alors au début, ça s'appelait peut-être pas container, ça s'appelait certainement pas Docker. Ils font pas ça de la manière dont les gens font des containers aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, Google, ils ont commencé à se dire, nous, on a beaucoup de serveurs, on a beaucoup d'applications, on va être un peu plus flexible là-dessus. Donc ils ont commencé à déployer leurs applications comme des binaires compilés en statique ou des trucs qui sont livrables sous la forme d'un chroot. Et ils avaient sur leur serveur un chroot par application avec tout dedans pour faire tourner leur application. Après, ils ont commencé à mettre des namespaces, ils ont commencé à mettre des cgroups. Et ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la base de Docker. Sauf que Google, à l'époque, donc ils ont fait un papier dessus. Comme tous les papiers que Google fait, ils sortent le papier quand la techno était utilisée chez eux depuis 5 à 8 ans.
Comme ça, il n'y a pas trop de problème, de la concurrence va trop voir ce qu'on fait. Et Google a sorti le papier et ça a lancé beaucoup de choses autour de ça. Mais il faut savoir que à la base, les technologies sont matures, à la base, les technologies existent dans le kernel Linux et il y a plein d'enrobages autour. Le premier enrobage qu'a fait Docker, c'est de mettre un format standardisé pour ces images, donc qu'on appelle parfois abusément une image Docker. Donc à la base, c'était Solomon Hykes, qui est un Français qui vivait en France, qui a monté un truc dans un coin. Ils ont voulu monter une boîte d'hébergement. Il n'y avait pas de techno qui leur plaisait, où ils se sont dit on peut faire des trucs un peu plus fun, un peu plus adaptés à certains types de besoins. Donc voilà, on va créer des trucs. Et puis au bout d'un moment, ce qui est sorti de ça, c'était Docker. Et le premier, c'était le format d'une image Docker, avec quelque chose auquel vous êtes plus familier si vous avez vu Docker, des Dockerfiles. On en voit partout. Un Dockerfile, c'est un fichier texte, on va revenir dessus. Ben, en fait, voilà, c'est principalement ça l'idée qui a amené Docker à se démocratiser. Donc je reviendrai un peu dessus, pourquoi. Et après, ce qu'a fait Docker, et maintenant ce que fait principalement Docker, c'est des outils pour gérer, héberger, distribuer un peu tout ça, pour créer un écosystème autour, créer de la documentation, faire des conférences, faire ce qu'on appelle de l'évangélisation, voilà, essayer de montrer la techno au plus grand monde. Donc Docker, et il faut bien voir aussi que Docker, quand on dit Docker, ça n'a rien à voir avec ce qu'était Docker il y a quelques années. Ça a beaucoup évolué, ça bouge très vite. Ils essaient de faire concurrence au JavaScript niveau dynamisme, pour le meilleur ou pour le pire. Mais voilà, ça évolue beaucoup. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur qu'est-ce que Docker aujourd'hui. Parce que ça, c'est les principales choses auxquelles on pense quand on parle de Docker. Mais aujourd'hui, Docker, c'est un petit peu différent de ça. Donc, pour commencer cette petite plongée dans Docker, on va partir de ce que probablement tous les gens qui ont regardé Docker ont vu en premier, c'est un Dockerfile. Un Dockerfile, c'est un truc comme ça, qu'on va analyser un petit peu, ligne par ligne, pour voir un peu de quoi ça parle. Donc, un Dockerfile, l'idée de base, c'est de créer une image Docker. Il faut bien voir, ça ne sert qu'à ça. C'est un DSL. En fait, c'est une série de lignes dans un fichier texte que Docker va lire et exécuter les unes après les autres et créer une image à la fin. Ça commence par toujours un from. Donc, en fait, Docker, il va créer une image. Donc, je vais venir un tout petit peu plus tard sur le format exact de l'image. Mais en fait, vous commencez toujours d'une image existante. Donc, votre image existante peut être très basique. Par exemple, avec Docker, on utilise beaucoup Alpine, qui est une distribution initialement pour l'embarquer, mais qui vous permet de faire un Linux en quelques mégaoctets, compris, sans le kernel. Donc c'est tout un environnement autour. Il y a une libc, qui n'est pas la glibc, petit détail, plus quelque chose pour quelques petits utilitaires, BusyBox et compagnie, juste pour avoir un Linux minimal. Après, il y a des choses beaucoup plus compliquées. Vous pouvez dire dans votre Dockerfile, comme ici, from Ruby 2.3.3. Ça veut dire on va partir de l'image Ruby à la version 2.3.3 qui est maintenue par la communauté Docker. Ils ont une série d'images, ce qu'ils appellent les images officielles, qui sont sur le repository Docker, que principalement des employés de Docker maintiennent, pour fournir des images de base pour à peu près tout et n'importe quoi. Vous pouvez aussi choisir de partir sur une image Debian, qui est une install de base de Debian, une Red Hat, une CentOS. Le choix est vaste, mais un Dockerfile commence toujours par de quoi on part. On veut construire une image, on veut construire quelque chose. Quelle est la première brique? Ensuite, il y a des commandes préfixées par run qui disent à Docker, tu vas prendre cette image, Ruby, et puis dedans, tu vas basiquement chroot dedans et lancer ces commandes. Donc, quelque chose de base qu'on fait souvent, c'est mettre à jour l'OS, mettre à jour les paquets, et puis des fois installer quelques paquets additionnels. Par exemple, ici, la lib Postgres, parce qu'on va vouloir compiler, utiliser Postgres. Ensuite, on lui dit, pareil, de faire un mkdir, on crée un répertoire dans l'image, workdir, changer le répertoire de travail,
ajouter des fichiers dedans. Alors là, c'est là où ça commence à être intéressant. On peut dire à Docker, ben, tu prends une image de base, tu vas faire des commandes dessus, puis tu vas prendre des fichiers locaux, tu vas les mettre dessus. Donc c'est un processus répétable, c'est documenté à peu près, ça bouge vite, mais qui vous permet donc de commencer à créer une image. Après, quel va être le format de cette image? Est-ce qu'on va en faire un tar.gz? Est-ce qu'on va en faire quelque chose? Là n'est pas le propos. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de documenté pour créer un artefact final qui va représenter notre application. Ensuite, voilà, donc on ajoute, donc run, on fait un bundle install. Ceux qui connaissent Ruby savent que ça installe les dépendances. Ensuite, on ajoute par exemple les fichiers de l'application, donc du répertoire courant, point, qu'on copie dans MyApp. Et voilà, une fois que ça c'est fini, vous avez probablement tous déjà vu un exemple de Dockerfile qui ressemble plus ou moins à ça, qui sont plus ou moins complexes, parce que ça a l'air de rien. Là, on a 5 verbes différents, mais il y a beaucoup de complexité et de subtilité derrière. Donc ça amène les gens à faire des choses un petit peu tortueuses, ou bizarres des fois. Mais un Dockerfile, basiquement, ça ressemble toujours à ça. Et à la fin, en fait, on a juste dit à Docker pour l'instant de prendre une image de base avec Ruby, d'installer des paquets, de copier des fichiers, d'installer des dépendances. Mais Docker, il en fait quoi de ça? Et c'est là où on commence à rentrer dans les choses un peu plus techniques, un peu plus intéressantes, que beaucoup de gens, quand ils regardent Docker, ont tendance à ignorer, zapper ou à se dire c'est pas trop mon problème, Docker ça marche, c'est magique. Alors non, je l'ai un peu dit au début, Docker c'est pas magique, Docker c'est de la technique, et surtout il faut comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose de très important, je vais revenir dessus plusieurs fois. Si vous utilisez ces technos-là, il faut comprendre, il faut regarder, il faut lire les docs, il faut aller regarder qu'est-ce que ça fait réellement, qu'est-ce que ça fait derrière. Parce que le jour où vous avez des problèmes avec, c'est vachement utile de savoir comment ça marche. Donc voilà, donc on avait ce petit Dockerfile, donc c'est quelques lignes. On le donne à Docker. Docker, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une image Docker. Alors une image Docker, c'est pas un tar.gz, ça ressemble un petit peu. C'est en fait, tout à l'heure, je parlais de Google qui compilait ses applications et qui ensuite faisait des chroutes et lançait les applications avec tout en statique dedans. Ben là, c'est un petit peu pareil, sauf que on crée un format intermédiaire qui est une image Docker, qui est la représentation, le binaire de tout ce qu'on a créé avant. Donc, dans le Dockerfile, tout ce qui est ma image de base Ruby qui est basée sur Debian, avec toutes les libs qui vont bien, mon code applicatif, mon code, tout ça, ça va former une image Docker. Et cette image, un concept qui est assez important, est composé de layers, de couches. Et en fait, dans notre Dockerfile qu'on a vu avant, chaque ligne du Dockerfile va créer une couche. Donc une couche, elle a un hash, qui est ici. Bon, alors c'est un SHA-1, en vrai c'est un 256, désolé de l'inexactitude. Et à chaque fois que Docker va exécuter ce qu'on lui donne dans le Dockerfile, il va créer un layer avec le résultat. Donc le premier avec l'image de base, paf, il va faire un layer avec l'image de base. Ensuite, on va lancer apt-get update, il va créer un layer avec le résultat d'apt-get update, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ces layers? En fait, c'est tout simplement des diffs sur le layer, le deuxième layer, le vert. En fait, dedans, c'est un format. Donc, on ne va pas parler des internals tout de suite, enfin, pendant cette presse, mais en fait, ça stocke dans une archive, dans un fichier, la différence au niveau vraiment de l'image, donc les fichiers qui ont été ajoutés, les fichiers qui ont été modifiés, par rapport à la couche en dessous, donc qui ici est notre image de base Ruby, et le résultat une fois qu'on a lancé la commande apt-get update. Ensuite, la même chose quand on fait notre mkdir, ce layer il va juste contenir un répertoire vide, qu'on a juste fait mkdir, et ainsi de suite. Et au final, notre image, c'est tout ça, c'est cet ensemble de layers qui forment quelque chose que Docker va pouvoir déployer, va pouvoir mettre sur un file system, et quand vous allez faire un ls dedans, quand vous allez regarder la liste des fichiers, vous aurez le résultat final. Pourquoi c'est fait en layer? C'est parce que Docker, on peut composer des images. Il y a tout un principe derrière qui veut dire que si votre layer il est déjà construit,
par exemple là, notre image de base de Ruby, si vous l'avez déjà sur votre machine, il ne va pas le retélécharger à chaque fois. Ça permet de faire du cache, ça permet de faire de la réutilisation. Vous pouvez dire, en fait, moi, je me crée ma propre image de base Ruby ou Python ou ce que vous voulez, avec mes modifications par rapport à l'image originelle, et je rebase toutes mes autres images internes sur celle-là. Ce qui vous permet de réutiliser le code, ce qui vous permet d'optimiser le stockage, parce que comme si en fait l'image était un seul fichier fixe, c'est-à-dire à chaque fois que vous modifiez votre image, vous créez un nouveau fichier. Là, l'image de base Ruby, c'est à peu près 200 mégas. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de moindre fichier dans votre application, vous stockez un binaire de 200 mégas qui représente votre application, vos fichiers, les dépendances, Ruby et compagnie. Ça va très vite. L'avantage des layers, ça permet vraiment de faire du cache et ça permet de réduire l'espace utilisé et réduire le volume transféré, vu qu'on Docker ne va retélécharger que les layers qu'il n'a pas déjà en cache. Voilà. Donc là, on a une image Docker. C'est bien. Docker a lu notre Dockerfile, il a exécuté les commandes qu'on lui a dit, il a copié les fichiers qu'on lui a dit, il a fait des layers, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, on va utiliser ce qui s'appelle un registry. Un registry, c'est un grand mot pour pas grand-chose. En fait, on va prendre tous ces layers-là et on va les mettre dans un stockage. Donc le stockage, ça peut être des fichiers sur votre disque, ça peut être sur S3, ça peut être sur Google Cloud Storage, sur n'importe quel stockage que vous avez, sur votre cluster Ceph, sur ce que vous voulez. Il faut bien stocker ces layers quelque part pour ensuite les rendre disponibles. C'est un peu comme votre miroir Debian local ou des choses comme ça. Et donc, ils ont créé un petit outil qu'ils appellent Registry, qui est écrit en Go, qui fournit une API définie, à peu près stable, pour parler avec ce Registry. Stocke-moi une image, donne-moi une image, liste les images, donne-moi un layer, quels sont les layers de l'image, et ainsi de suite. Donc ça, derrière, vous pouvez soit utiliser un registry chez vous, en utilisant le binaire de base fourni par Docker, ou vous pouvez utiliser d'autres registries, parce que l'implémentation est ouverte. Donc par exemple, il y a Quay qui en fournit un, tous les services de cloud en fournissent un. Dans GitLab, il héberge aussi son propre registry, donc vous pouvez y accéder directement, par exemple, depuis votre job GitLab, tout est intégré. C'est une brique pas très importante. Le registry en lui-même ne contient pas grand-chose. Il y a juste besoin de lui dire là, il y a le stockage, fournis-moi une API définie pour accéder à ce stockage. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on a un registry, donc c'est-à-dire qu'on peut créer des images à partir de fichiers, ça crée des layers, ça crée des représentations binaires de tout ça, on les stocke quelque part dans ce registry. Quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante, ça va être de récupérer ces images et d'en faire quelque chose. Et vu que ces images représentent notre application, ce quelque chose, ça va être de faire tourner l'application. C'est assez logique. Donc, Docker, en fait, il va créer un file system. Donc là, vous êtes sur un de vos serveurs, sur une de vos machines, vous dites à Docker, j'ai une image dans tel registry, récupère-la moi et fais-la moi tourner. Donc Docker, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprendre tous les layers qu'on a vus précédemment et il va les mettre sur le file system. Donc encore une fois, je fais une petite simplification, il y a pas mal de subtilités derrière tout ça. Mais il les met sur le file system en read-only, c'est-à-dire il va télécharger, disons qu'un layer c'est un tar.gz, il va prendre le tar.gz, il va le détar sur le disque, il va faire ça pour tous les layers les uns au-dessus des autres, et voilà, vous avez le contenu final de votre image quelque part sur vos file systems en read-only. Et ensuite dessus, parce que on le sait tous, souvent notre grand désarroi, les applications elles aiment bien écrire sur les file systems locaux, il faut qu'on puisse écrire dans notre image. Donc Docker va monter par-dessus tout ça ce qu'ils appellent un scene layer, qui est une petite couche donc avec des astuces de file system qui permet de rendre tout ça en lecture-écriture. Donc pour faire une analogie avec une technologie qui est de plus en plus utilisée pour faire ça, c'est un peu comme avec ZFS, vous prenez des snapshots et puis quand vous écrivez, ça fait du copy on write à partir d'un snapshot. Il y a pas mal d'implémentations, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de comment fonctionne
le file system. Ça peut utiliser AUFS dans le kernel Linux, ça peut utiliser ZFS, BTRFS, juste Device Sniper. Enfin, regardez sur le site de Docker, il y a de la documentation pour tout ça. Attention, toutes les implèmes ne sont pas forcément stables, faites vos tests. Voilà. Après, Docker, il va faire quelque chose, parce que notre objectif est toujours de faire tourner un container avec notre application, peut-être parce que les développeurs ils nous ont demandé ça, ou ils nous ont dit c'est facile. Donc l'étape suivante, c'est de pouvoir accéder à l'application, parce que de nos jours, sauf métier très spécifique, une application a besoin d'accéder au réseau, a besoin d'être accédée par le réseau. Principalement maintenant, ce sont des web apps, ce sont des API web, ce sont des choses comme ça. Donc il va falloir que Docker se préoccupe un petit peu de l'aspect réseau. Pour faire ça, eh bien, il y a plusieurs moyens. Donc ici, il y a une petite commande, par exemple, Docker Network LS, qui, vous installez Docker sur une machine, on va y revenir plus tard, vous affiche les différents réseaux possibles. Et vous pouvez dire à Docker quel réseau vous voulez pour votre container. Vous pouvez lui dire Docker run net none. Donc ici, je appelle juste une image BusyBox en faisant un IP-ADDR pour afficher les interfaces. Il y a une loopback. Ça veut dire que votre container, il n'aura qu'une interface locale, pas d'accès possible depuis l'extérieur, pas d'accès possible à l'extérieur. Il y a un autre mode de réseau qui est le mode host, où là, en fait, Docker, il prend juste la carte réseau du host et il la partage avec le host. Donc vous pouvez voir ici que dans mon container Docker, j'ai une interface ETH0 qui a l'adresse IP ici qui vient du DHCP de ma Freebox. C'est vraiment, on prend le ETH0 du host, on le met dans le container et votre container a un accès à l'interface du host ou aux interfaces du host. Et le dernier mode qui est un peu plus intéressant, qui est le mode bridge, où là Docker va créer un bridge Linux classique, va faire tourner un petit serveur DHCP dessus, après c'est configurable, et va donner une interface dans ce bridge à chacun des containers qui tournent sur votre machine. Donc ici on peut voir qu'il y a un ETH0 qui a une IP en 172.17, donc c'est le réseau du bridge, et si on démarre une autre VM, donc un autre container sur le même host qui a une autre IP, on voit qu'on peut pinguer à l'intérieur du bridge. Donc c'est-à-dire que vos containers, vous les lancez en mode bridge, tous les containers de la machine ont accès les uns les autres via leur IP. Bon, voilà. C'est du réseau basique, encore une fois, ça ne fait pas de la magie, ça utilise du IP table, ça utilise les fonctionnalités classiques disponibles sous Linux. Après, voilà, souvent on aime bien la sécurité, on est des admins, chmod 777 c'est pas pour nous, partager l'interface du host c'est pas trop pour nous non plus, on veut un peu de contrôle, donc la majorité des containers qu'on va lancer, on va les lancer en mode bridge. Une fois qu'ils sont en mode bridge, on n'a pas moyen d'y accéder. Ils sont sur le bridge, il y a un NAT de mis en place, ils peuvent accéder à l'extérieur, mais on ne peut pas accéder au container. Donc il y a un argument avec les containers, avec nos containers, qui est -p, où on spécifie le port du host, le port du container, et ça fait un port forwarding. Encore une fois, rien de compliqué, vous faites un coup d'IP table et vous voyez la règle qui a été mise. Ce qui permet de dire, voilà, on a un container avec un NC qui écoute sur le port 3000, j'envoie sur le port 3000 du container, je dis à Docker de port forward le port 4000 du host vers le port 3000 du container, j'envoie test sur le port 4000 du host, et j'ai test qui s'affiche dans mon container parce que Netcat l'a reçu. C'est tout magique, ça marche bien. Encore une fois, rien de compliqué, on fait la même chose avec IP table. Voilà pour la partie réseau. Voilà. Donc là, pour l'instant, où on en est, on a écrit un fichier. Rapprochez le micro. Donc on a écrit un fichier qui décrit un container, qui copie des choses dedans, qui crée des layers, qui ensuite sont mis sur la machine. On a un réseau de créé, on a éventuellement du port forwarding. On peut écrire dans le container, mais quelque chose qui est
intéressant, c'est aussi de pouvoir accéder à des volumes persistants, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on crée les layers, Docker il met un syn layer qui permet de faire une écriture dans le container. Mais cette écriture, tout ce qui est écrit, toutes les données, quand on coupe le container, ça disparaît. Donc il y a une possibilité de faire du stockage persistant ou de monter un stockage persistant dans le container. Pour ça, on va utiliser des volumes. Donc un exemple très simple, c'est créer un répertoire, mettre un fichier dedans sur le host, puis dire à Docker, lance-moi BusyBox avec l'option "-v", donc comme volume, monte le répertoire test-mount dans /app dans le container. Voilà, c'est monté. Quand on regarde dans le container, on fait un ls depuis le container et on voit qu'il y a le répertoire qu'on a créé sur le host. Il n'y a pas de magie, hein, ça fait un bind mount ou quelque chose comme ça. Ça marche tout seul. Et c'est persistant vu que ça écrit sur le host. Après, il y a beaucoup de plugins pour faire des volumes. C'est pareil, il y a une API qui est définie, qui a une spec, comment écrire un plugin de volume. Donc il y a des gens qui ont fait des plugins NFS pour, au lieu de monter sur le host, puis faire un bind mount dans le container, vous donnez directement un point de montage NFS et il est monté par Docker dans le container. Des persistants de volume, si vous êtes chez un provider de cloud, donc, tous le supportent. Ça vous permet de créer chez Amazon, vous créez votre volume persistant et il est monté directement dans le container par Docker. Il y a des drivers DBRB, si vous utilisez ça en interne, vous pouvez directement dire monte-moi le volume dans mon container et quand le container est démarré, on monte le volume dedans. Et là, en fait, on se retrouve avec un container qui tourne dans un namespace Linux, donc avec son propre namespace. Qui tourne dans un cgroups. Donc sous Linux, ça vous permet de contrôler à peu près toutes les ressources utilisées par le cgroups. Donc vous pouvez dire il a accès à tant de corps, tant de mémoire, tant d'interface réseau, et ainsi de suite. Vous avez du réseau, donc soit généralement avec du port forwarding, il peut accéder à l'extérieur via un NAT. Vous avez votre image de base qui a été montée, sur laquelle vous pouvez aussi écrire. Vous avez des volumes externes si vous avez des données persistantes pour vos applications qui sont montées. Et ensuite, Docker va lancer la commande que vous lui donnez à l'intérieur du container. Donc démarrer votre serveur applicatif, lancer un job, faire ce que vous voulez. Vous avez juste à dire à Docker, lance-moi cette commande dans le container. Il va faire tout ça. Télécharger ce dont il a besoin, monter les volumes, monter le réseau, puis exécuter la commande à l'intérieur, comme si c'était dans un chroot. Sauf que c'est un peu un chroot en stéroïdes en pratique, vu que ça fait beaucoup d'autres choses. Alors là, je vais aller très vite sur containerd et runc, parce que si vous essayez sur votre machine et vous lancez Docker et vous faites tout ça, vous faites un PS, vous allez voir que vous avez des process qui ne s'appellent pas Docker, qui tournent, qui s'appellent containerd, qui s'appellent runc, qui vont probablement peut-être encore changer. C'est très rapide, l'évolution de tout ça, mais qui en fait sont des interfaces claires pour lancer des conteneurs. C'est la philosophie Unix. Ce sont des petites commandes qui ont été extraites de Docker, parce qu'avant Docker, c'était un gros truc en Go, Shell et plein d'autres trucs qui avaient tout à l'intérieur. Et là, depuis quelques années, ils sont vraiment dans une logique d'extraire tout ça. Donc, par exemple, d'avoir containerd qui va faire toute la partie montage de volume, création de réseau avec une interface définie. Vous pouvez lancer containerd à la main si vous voulez. Il y a runc qui va faire toute la gestion d'IC-groups, des namespaces, démarrer votre process. Donc, voilà, si vous voyez des containerd, des runc, c'est parce que ce sont des briques de Docker qui, au fil des versions, sont transformées en projets indépendants. On va y revenir un petit peu après. Au final, en fait, Docker, c'est une utilisation de fonctionnalités existantes du kernel Linux qui sont matures, qui ont été utilisées depuis pas mal de temps. Bon, pour être honnête, il y a aussi une petite implémentation. On parlait de AUFS, j'ai évoqué AUFS tout à l'heure. Ils ont essayé de faire des choses dans le kernel aussi qui ne sont pas forcément stables. Donc c'est pour ça que je disais, faites attention. Docker, c'est assez modulaire. Vous pouvez utiliser plein de choses pour le réseau, pour les volumes, pour le file system. Regardez bien avant et faites vos tests.
Et utiliser des versions du kernel récentes. À chaque version, il y a des bugs liés au container, liés au namespace, aux cgroups, aux file systems qui sont corrigés, donc c'est important d'avoir une version récente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont fait des interfaces définies, que ce soit le Dockerfile, qui est une interface. Ils ont fait des formats, par exemple le format des images Docker avec les layers. Ils ont fait des outils pour gérer tout ça. Et ils ont pris des choses que des gros, comme Google, faisaient depuis des années. Et ils les ont rendus plus simples à utiliser, documentés. Ils ont passé du temps à coller ça ensemble, à faire de l'intégration, au sens vraiment admin du terme, et parce que, ils voulaient gagner de l'argent là-dessus, ils ont marketé ça comme étant facile, magique pour les développeurs. En vrai, ce n'est pas le cas. En vrai, c'est des technos que la majorité d'entre nous connaissent déjà, avec une glue devant qui permet de ne pas avoir à réimplémenter toutes ces technos et à découvrir tous les éventuels petits problèmes à régler qui sont inhérents à toute intégration. Et c'est aussi une vraie volonté de standardisation et de découpage des formats, découpage des binaires, interopérabilité avec d'autres choses. Alors, Docker, la société, le projet, est parfois accusé de freiner un petit peu toutes les questions d'interopérabilité, mais ça évolue et ils veulent vraiment se concentrer sur vendre des choses basées sur ces technologies-là plutôt que de contrôler l'ensemble des technologies et d'avoir des choses exclusives à leur format, à leur outil. Mais voilà, donc ça c'était une introduction rapide à qu'est-ce que Docker. Pour faire ces slides, en fait j'ai pris la doc Docker, j'ai lu la doc Docker, j'ai pris des notes. Donc si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous allez sur le site Docker, vous regardez la doc et vous avez vraiment toutes ces choses-là en détail avec des exemples. Alors parfois c'est pas forcément très clair, parfois il y a des choses qui sont maintenues par la communauté, donc les docs sont un peu moins fournis. Mais si vous voulez aller plus en détail, et je vous y encourage à partir du moment où vous voulez travailler sur ces technologies-là, c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez lire la documentation, elle existe. Donc voilà, donc là, j'ai présenté un petit peu de Docker. Maintenant, Docker et nous, sysadmin, Docker et la production, Docker et notre métier, qu'est-ce que ça donne? Mais en fait, ça donne des nouvelles problématiques qui parfois nous font beaucoup réfléchir dans des sens divers. Cette première problématique, c'est la création et la maintenance des images. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré, il y a un Dockerfile, c'est bien, c'est super. Les développeurs, ils sont les premiers à dire « Regarde, j'ai créé mon Dockerfile, voilà, puis je fais Docker Run et ça tourne mon application dans un container, tu mets ça sur ton serveur et c'est parti. » En fait, oui, mais vous ne voulez pas que votre développeur il fasse son Docker Create sur sa machine et qu'il envoie des binaires en prod. Vraiment, vous ne voulez pas. Ou alors, vous voulez des développeurs qui ont passé autant de temps que vous à regarder toutes les problématiques, qui ont discuté avec vous, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que, en fait, des containers, vous allez en créer beaucoup. J'ai souvenir de quelque chose comme l'infra de Google, il crée 20 milliards de containers par semaine. Pour vous donner une idée, alors Google, c'est gros, Google, ils ont beaucoup de serveurs et tout, mais ça va très vite. Chaque nouvelle version de votre application, paf, on va créer un nouveau container. Alors ok, en vrai, on va créer que les layers spécifiques à l'application, parce que le reste n'a pas changé, mais c'est un nouveau container, c'est une nouvelle image. Une image dont Dépend a changé. Ouais, on se base sur une image Debian. Debian a fait une mise à jour de sécurité. On va reconstruire l'image Debian, mais il faut aussi reconstruire toutes les images qui dépendent de celle-là. Au bout d'un moment, vous avez 20 applications sur votre parc, ça veut dire reconstruire 20 images. Il faut un process pour reconstruire 20 images à partir de celle qui a été mise à jour. Il faut une gestion des dépendances. Il faut être capable de savoir, ah tiens, cette image de mon applicatif, en fait, elle dépend de l'image Debian de base. Donc, quand on construit l'image Debian, il faut reconstruire toute la chaîne. Quand il y a des failles de sécurité, parce que c'est pas magique, hein, c'est des process qui tournent sur nos machines, c'est des dépendances, parfois beaucoup de dépendances, beaucoup de failles de sécurité. Il y a une nouvelle faille qui tombe, il faut reconstruire les images. Est-ce que vous avez, je vous le souhaite, quelque chose qui vous permet en une commande de reconstruire toutes les images que vous gérez et que vous déployez?
C'est pas forcément trivial comme problématique, mais c'est quelque chose qui est très important et c'est un vrai sujet sur lequel on a de l'expertise, sur de l'automatisation. C'est notre métier et c'est une problématique auquel les gens qui disent « faut mettre du Docker en prod » ne pensent pas. Je l'ai beaucoup vu et c'est un vrai sujet sur lequel, entre autres dans mon précédent boulot, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup posé de questions. Comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est pas forcément si trivial que ça. Ça implique l'automatisation de la création des containers, donc un Jenkins, quelque chose qui va pouvoir créer des containers, gérer les dépendances, comme je disais. Par exemple, dans quelle image qui tourne actuellement en production, j'ai telle version de tel lib qui est vulnérable. Voilà. Donc comment vous faites? Donc il y a la partie facile, je reconstruis toutes les images à chaque fois. Une image, c'est pas si long que ça à faire. Il y a des gens qui, tous les jours ou toutes les heures, rebuild l'ensemble de leurs images avec les dernières versions. Comme ça, ils savent que c'est à jour. Donc voilà, le rebuild périodique. Le déploiement automatique, c'est bien joli. J'ai rebuild mes images. Elles tournent peut-être sur les serveurs, sur la pré-prod, chez un client, sur les laptops des développeurs. Comment est-ce que je mets à jour tout ça? C'est pareil, c'est des process, on sait faire, c'est juste du déploiement. Mais ça fait partie des problématiques auxquelles il faut penser et auxquelles je pense vraiment que les admins ont des réponses à apporter. Et puis la sécurité, pour laquelle voilà, j'ai mis quelques outils. Par exemple, il y a Claire qui fait de l'analyse statique. Il va se brancher sur votre registry, il va regarder tous les paquets, tous les fichiers sur vos images et il va matcher ça avec des CVE. Et il va vous faire des rapports, il va vous dire, là, il y a une CVE qui est sortie, vous avez tant d'images qui sont vulnérables. Docker Bench for Security, c'est pareil, c'est un script qui est inspiré de CIS pour ceux qui connaissent, qui est en fait une plateforme qui fournit des recommandations. Et là, Docker Bench, vous le lancez et ça va analyser vos images, vos hosts, vos configs et ça va vous dire attention, ça c'est mal fait. C'est une très bonne pratique d'introduire ça dans votre chaîne de création de containers. Dès qu'un container est créé, il passe à travers ces outils-là. Comme ça, vous avez l'analyse automatique. C'est dans le pipeline, c'est fait tout seul, et au moins vous savez ce que vous allez mettre en prod, ou ce que vous ne voulez pas mettre en prod. Après, une autre problématique, c'est le déploiement et l'orchestration de ces containers, qui est une vraie grosse problématique. On va en reparler aujourd'hui. Je pense qu'on va en parler toute l'après-midi. Il y a plein de solutions qui existent. Donc, les grosses sont Mesos, Kubernetes, Docker Swarm, qui est inclus dans Docker, et Amazon ECS, parce que autant les autres clouds ont réutilisé Kubernetes, autant Amazon a fait quelque chose maison. Et peut-être à la surprise de certains, le bon vieux Chef, Puppet, Ansible, ça marche très bien pour déployer des containers. Vous dites à votre Puppet ou à votre Ansible, je veux un container sur tel host, mais moi la dernière version, s'il y a une nouvelle version disponible, relance-le. Vous avez déjà une infra qui est déployée avec tout ça. Si vous voulez juste déployer quelques containers, si vous voulez essayer, si vous voulez des environnements pas forcément critiques, vous pouvez très bien utiliser ça. Et moi, perso, j'utilise ça pour pas mal de choses, de petits projets. Parce que les autres solutions, ça peut parfois être quelques semaines de travail avant de les déployer. Une autre vraie problématique, c'est tout ce qui est discovery, parce que donc là, je vous ai expliqué, on va faire comme Google, sur chacun de nos serveurs, on va avoir plein de containers, donc plein de chroot, avec dedans plein d'applications qui tournent, de trucs comme ça. Mince, comment ils se parlent entre eux? Utilisez votre HAProxy, ce que je vous recommande, c'est bien, mais dans HAProxy, bon, maintenant il prend des DNS en back-end. Mais avant, il prenait juste des IP. Ça fait un peu beaucoup de conf à modifier, surtout que vos containers, si vous utilisez un outil d'orchestration, vous ne savez pas où ils vont tourner, sur quel serveur, sur quel port. Donc il faut vraiment quelque chose pour tout ce qui est discovery. Si vous ne faites pas de container, vous voulez aussi du discovery dès que vous avez une infra suffisamment grosse. Mais c'est un vrai sujet où encore, le discovery, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a du Zookeeper, du Consul, du DNS, des load balancers un petit peu intelligents, comme par exemple Traffic, c'est français, c'est pas mal, qui sont capables de faire du load balancing dynamique, qui sont capables de faire du discovery de service, qui sont capables de répondre à des questions du type « je suis serveur d'application, où est ma base de données ?» Voilà, il va vous retourner une IP, un port, et votre service de discovery, il va se baser sur où tournent les containers, donc il va
brancher sur votre orchestrateur, il va se brancher sur des fichiers de conf, sur un directory, sur ce que vous voulez, pour pouvoir ensuite avoir une interface définie pour que les containers puissent se parler entre eux. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, le réseau bridge, c'est bien, les containers ils se parlent entre eux sur leur machine. Généralement, vous n'avez pas un seul serveur en prod, sinon je pense que vous ne serez pas là. Les containers, ils peuvent tourner partout. Et au bout d'un moment, si on veut faire ça correctement, ils peuvent littéralement tourner partout. C'est-à-dire que vous avez tous des serveurs identiques et vos applications, elles se lancent quelque part. Donc le discovery est vraiment quelque chose d'important. Le monitoring, les logs, ben ouais, quand vous avez, donc comme Google, 20 milliards de containers qui démarrent chaque semaine, comment est-ce qu'on monitore ça? Parce que changer la conf Nagios à chaque fois, ça va être compliqué. Donc il y a plein d'outils, du tout simple C-Advisor, qui est un truc local qui vous donne une API qui ressort des stats CPU, mémoire, réseau utilisés par les containers, à Prometheus, qui pourrait faire l'objet d'une autre conf, à des solutions proprio comme Datadog ou Sysdig, qui honnêtement vous font gagner beaucoup de temps. Pour avoir essayé les deux, si vous êtes un peu perdu avec tout ça, ça vaut le coup de commencer en regardant ça avant de faire en interne. FluentD pour les logs, parce que syslog a vite des limites. Donc FluentD, c'est un R6 un peu modulaire qui permet de faire pas mal de choses avec des containers. Mais ce sont des vraies problématiques. Encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est la base de notre métier, c'est ce qu'on fait tous les jours autrement. Et sans trop de spoilers, avec les containers, on a toujours toutes ces problématiques et on a toujours notre métier à faire. Et c'est pas magique, et c'est pas intégré, pas bien intégré, ou compliqué à intégrer, et il y a une vraie problématique. Et si on vous dit « je veux déployer des containers », tout de suite, ce que vous devez avoir en tête, c'est toute cette checklist-là. Comment je fais tout ça? Parce que la difficulté, c'est pas de dire « j'ai mis l'application dans un container ». Ça, c'est facile, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire. Après, c'est comment est-ce que je mets ça en prod? Et là, bizarrement, on retrouve exactement les mêmes contraintes de prod qu'on a sur nos infras actuels sans container. Après, très vite fait pour finir, un petit panorama sur les acteurs des containers, parce que tout le monde a mis ça dans son CV, dans sa brochure publicitaire, dans sa présentation au Big Boss. Mais en fait, il y a vraiment, vraiment plein de gens et il y a de tout. L'évident, la baleine, c'est Docker. Docker, avant c'était un petit projet, maintenant c'est une société. C'est l'inventeur du format, c'est l'initiateur un peu du mouvement. Mais Docker, c'est avant tout un produit entreprise, c'est une offre tout packagée avec des services, avec du consulting, avec des outils, avec des licences, avec pas mal d'argent à mettre dedans. Maintenant, Docker, c'est ça. Avant, Docker, c'était un projet avec une brique open source. Maintenant, Docker, quand on doit parler de Docker, il faut vraiment parler de ça. Et avec une version communautaire, parce que, bien entendu, il faut une offre d'appel à tout produit entreprise. Alors, après, la version communautaire est sympa. Ça vous permet, par exemple, d'utiliser ce qui s'appelle Docker for Mac ou Docker for Windows, qui est un installeur. Vous double-cliquez dessus. Voilà, vous avez Docker installé sur votre machine, votre Mac, votre Windows. Ça marche bien. C'est vraiment simple à déployer si vous voulez déployer ça en entreprise sur des développeurs pour faire des tests. Tout ça, c'est dans la version communautaire. Après, si vous voulez des features un peu plus production, on passe dans la version entreprise. Et maintenant, Docker, l'entreprise, c'est vraiment ça. Et ils se focalisent là-dessus. Et ils se focalisent là-dessus en créant quelque chose qu'ils ont appelé le projet Moby. Donc on est toujours dans le même thème de baleine. Et en fait, c'est issu de Docker et ça regroupe toutes les briques open source sous un autre nom que Docker. Parce que comme je vous disais précédemment, on parle beaucoup de Docker, Docker, Docker. Mais ils ont évolué, ils ont grossi. Docker, maintenant, c'est plusieurs centaines, peut-être 1 millier d'employés. C'est une grosse boîte à San Francisco, c'est des VC, c'est plein d'argent, c'est des super locaux. Et en fait, maintenant, ils ont changé le nom de leur projet open source qui s'appelle Moby. Ils ont pris tous leurs projets open source et ils ont regroupé sous le nom Moby pour que Docker devienne vraiment la marque de leur produit entreprise et version communautaire. Donc c'est quelque chose qui a été annoncé en avril, mai. Ils sont encore en train de travailler dessus, le site de Moby n'est pas très très à jour, mais voilà, ils ont une vraie volonté de séparer les deux et d'avoir d'un côté la partie open source, avec un conseil de gouvernance, avec des choses comme ça, et de l'autre côté la partie Docker, entreprise, qui est là pour vendre. Un autre projet qui est issu un peu de tout ça, qu'on retrouve souvent, c'est la Cloud Native Computing Foundation, donc qui est une sous-fondation de la Linux Foundation, qui en fait s'occupe de tout ce qui est
accueillent des projets. Il y a toute une charte pour être incubé chez eux avec des objectifs à chaque étape, qui a pour but de regrouper tout ce qu'ils appellent Cloud Native Computing, donc tout ce qui est container, cloud et tout, regrouper plein de projets et fournir une gouvernance, une communication, des fonds, des ressources, de l'organisation de conférences, vraiment tout ce qu'il y a autour pour que la technologie en elle-même vive. Et c'est une fondation attachée à la fondation Linux. Ce n'est pas un but commercial, ils sont vraiment là pour fournir du soutien autre que technique. Donc, par exemple, Docker a les projets Containerd, Runc et compagnie, les a donnés à la Cloud Native Computing Foundation et ce ne sont maintenant plus des projets de Docker, mais ce sont des projets de la fondation qui sont gérés selon les règles de la fondation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui développent des projets open source, puis au bout d'un moment, quand il y a suffisamment d'engouement, en font don à la fondation pour que les projets deviennent indépendants et ne soient plus liés à une société. C'est un mouvement qui commence et qui prend vraiment de l'ampleur et que je trouve très intéressant pour éviter que tous ces outils soient vraiment liés à une entreprise, surtout quand cette entreprise, comme Docker, se réoriente vers des clients plus entreprises et des solutions payantes. Voilà, donc entre autres, ils ont, pas très lisible aussi, Kubernetes, Prometheus, FluentD, Containerd, Rocket, et ainsi de suite. Un autre gros acteur des containers, même si maintenant on entend un peu moins parler, c'est CoreOS, qui en fait, on entend un peu moins parler parce que c'est pareil, ils ont fait plein d'open source, puis ils ont tout donné à la CNCF, tout ce qui était vraiment open source, toujours dans le même mouvement que Docker, dans le fait de se dire, il ne faut pas que ce soit une société commerciale qui porte ses projets, donnons ça à une fondation. Donc leur produit principal, c'est Container Linux. C'est un OS minimal basé sur systemd, mais qui en fait a comme principe de ne rien faire tourner sur le host ou uniquement le strict minimum et tout tourne dans des containers. C'est assez radical, mais en pratique, ça veut dire que vous pouvez shutter votre host, vous pouvez mettre des disques en read-only, vous pouvez ne pas mettre de disques. De toute façon, tout tourne dans un container qui est démarré au boot. C'est un projet intéressant à regarder. Si vous voulez déployer sur du bare metal, je vous conseille ou du cloud vous-même, je vous conseille de regarder. Ils ont une offre d'hébergement Kubernetes, dont on parlera cet après-midi, qui s'appelle Tectonic. Ils fournissent un registre de containers et ils fournissent etcd, dont je parlerai cet après-midi pour Kubernetes, qui est une brique centrale, c'est un key value store, et beaucoup de projets open source autour des containers se basent dessus. Voilà, donc l'environnement des containers, il y a plein d'acteurs. Tout ça en bas, c'est tous les clouds. C'est Red Hat qui met beaucoup dessus. Il y a Mesosphere, Giant, Samsung, des sociétés comme Rancher qui font des offres entreprises alternatives, des services tout packagés. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est pas qu'un buzzword, il y a vraiment des choses derrière, il y a vraiment des projets intéressants. Et il y a des sociétés qui se créent parce que beaucoup de gens sont perdus. Et il y a un business à faire. Tout comme Red Hat sur Linux depuis 20 ans, il y a du business, du conseil, de l'intégration, des choses comme ça. Il y a beaucoup de sociétés qui ont vu ça, qui sont lancées dedans, mais à côté, il y a un vrai mouvement de créer des fondations, créer des projets open source, créer de la gouvernance, permettre à d'autres de venir, permettre à des petites boîtes de s'intégrer dans l'écosystème, qui est très intéressant. Et très rapidement, pour finir, les cas d'utilisation de Docker, on a les environnements de développement, c'est des petits containers, ça va tourner sur le laptop, sur votre laptop, sur celui des développeurs. C'est plus léger que des VM, il y a une vraie utilité à ça. Vagrant, c'est vraiment génial, mais il y a une vraie utilité. Enfin, les containers, ça peut être plus léger. Facilité à distribuer, comme on a vu, il y a un registry, il y a des commandes assez faciles, il y a de la doc partout. De toute façon, tous vos développeurs vont vouloir faire du Docker, ils seront contents. C'est facile de partir d'une base connue où on a envie d'expérimenter avec Elasticsearch. Il y a des images de cluster Elasticsearch Docker qui existent. Docker, run Elasticsearch. Voilà, vous avez un Elasticsearch qui tourne sur votre machine. C'est pas prêt pour la prod. Il y a beaucoup de boulot avant que ce soit prêt sur la prod. On en parlera demain. Mais au moins, vous pouvez tester. Vous avez une nouvelle techno, il y a quelque chose, vous voulez essayer un nouveau langage, vous voulez une image de base. Il y a des containers qui existent pour faire du développement, pour itérer rapidement. Ce n'est pas forcément un problème de partir de l'existant. Et il y a Docker Machine, ou Docker for Mac, ou Docker for Linux, qui sont des Docker for Mac, Docker
for Windows, pardon, sont des adaptations avec une petite interface graphique de Docker Machine qui, en fait, vous faites Docker Machine Start et ça va télécharger une VM dans laquelle il y a Docker de préinstallé. Ça va la lancer sur votre machine, peu importe l'OS, et ça va configurer les variables d'environnement pour que la commande Docker parle à cette machine-là. Donc ça vous permet de faire Docker Machine Create et voilà, vous avez un environnement de Docker sur une machine. C'est vraiment pratique parce qu'ensuite vous pouvez faire un Docker Machine Destroy et vous effacez tout. Les tests et l'intégration continue, donc ça va faire l'objet de la conférence suivante où il y a une vraie utilité des containers dans toutes ces problématiques. Ça simplifie beaucoup de choses. Voilà. Et en production avec tout plein de containers dans tous les sens et tout, ça marche. Il y a beaucoup de choses qui maintenant tournent dans des containers, des gros projets, des petits projets. C'est un changement de paradigme, c'est des grosses réflexions, des grosses prises de tête, des vraies problématiques, des approches différentes. Mais Docker, les containers, ça fonctionne en production. Aussi, j'ai beaucoup parlé de Docker ou de containers sous Linux. Cet après-midi, dans ma présentation sur Kubernetes, je parlerai un petit peu d'alternatives. C'est parce que c'est ce qui est utilisé dans 99% des cas. On peut utiliser des jails sous FreeBSD, on peut utiliser, j'allais parler de Solaris, mais peut-être pas. On peut utiliser d'autres choses. Il y a d'autres technos sous Linux qui ne sont pas Docker, mais qui permettent de faire des containers. Le truc, c'est que la majorité des outils, la majorité de la doc, la majorité de la standardisation a été faite sur Docker. Il y a eu un vrai boulot là-dessus. Oui, on peut, j'aime beaucoup FreeBSD, mais j'ai pas mal de serveurs sous FreeBSD. Mais les jails, c'est pas Docker. Il n'y a pas tous les outils, il n'y a pas la simplicité, il n'y a pas le registry, il n'y a pas de moyen de simplement, de moyens standardisés, de déployer une image, de faire des choses comme ça. J'espère qu'il y en aura. Il y a des vrais projets de faire tourner Docker sous FreeBSD qui utilisera des jails, qui utilisera toutes les fonctionnalités spécifiques de FreeBSD au lieu d'utiliser ce qui est sous Linux, sous d'autres OS aussi. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui, je pense, a mis d'argent, de temps suffisamment pour l'avoir. Donc c'est principalement sous Linux. Et voilà, j'ai fini à peu près à temps. Et on a 10 minutes pour des questions, s'il y en a. Alors, j'ai été très vite. J'ai fait pas mal de raccourcis. Désolé s'il y a des experts containers ou autres qui ont été un peu frustrés par ce que j'ai dit, mais j'espère avoir fait une petite introduction aux containers et vous avoir donné des pistes. Alors, hop. On a un magnifique cube en mousse micro. Oui, bonjour. Qu'en est-il de la stabilité des API Docker maintenant? Parce que c'était longtemps le bordel. Où on s'en est maintenant? C'est à peu près... Alors, tu parles spécifiquement des API. Donc Docker a du versionning. Ils ont mis en place une nouvelle politique de versionning qui normalement devrait moins casser. Donc Docker, le projet Docker en lui-même, sont passés à des releases mensuelles. On fait une release par mois, et puis on a des majeurs, on a des mineurs et ainsi de suite, avec des politiques de dépréciation, avec, on va dire, une gestion un peu moderne des API. Je vais rebondir un peu dessus en termes de stabilité. Je vais répéter ce que j'ai dit, faites vos tests. En fonction du driver de file system, en fonction du kernel, en fonction de votre distro, en fonction de votre carte réseau, en fonction de plein de trucs. Ça peut être très stable, ça peut ne pas l'être du tout. Faites vos tests. Et encore une fois, ce n'est pas forcément inhérent à Docker. Je pense que si on regarde les 10 ou 15 dernières versions du kernel, vraiment dans chaque version, il y a des fixes sur les namespaces, sur les cgroups, sur la gestion des interfaces réseau, sur la QoS, sur toutes ces choses-là qui sont utilisées derrière par Docker. Et c'est important d'avoir un kernel récent. Nous, quand on déployait des containers, donc en étant Debian stable, on backportait les kernels. Sinon, on avait des crashs tous les jours. Voilà. Enfin, après, ça a changé, hein, c'était il y a 2-3 ans. Mais vraiment, il y a testez, faites vos déploiements. L'avantage des solutions comme CoreOS, des choses comme ça, c'est que c'est fait pour faire tourner des containers. Donc eux, ils ont pas mal de tests d'intégration. Ils font des tests de version, ils fournissent, par exemple, Docker installé dedans, testé avec les bonnes versions de driver, avec les bonnes versions de kernel. Et ça permet de moins passer de temps à faire ça. Et c'est d'autres gens qui l'ont fait pour vous.
Y a-t-il d'autres questions, des détails, des points, des précisions? Au niveau sécurité, tu n'as pas du tout parlé de Docker, clairement la philosophie c'est mettre en prod, c'est pas faire des sandbox, mais est-ce que Docker a une partie, je te laisse configurer la sécurité, c'est-à-dire seccomp, les capabilities, oui, etc. Et est-ce que finalement c'est utilisable pour dire je vais faire une sandbox, pas pour faire de la mise en prod? Alors, c'est utilisable. Tout ce qui est seccomp, capabilities et tout, je ne l'ai pas montré, c'était vraiment rapide, hein, la conf, mais vous pouvez configurer tout ça container par container. Encore une fois, ça utilise les fonctionnalités du kernel, donc c'est aussi secure que sont secure ces fonctionnalités dans le kernel. Est-ce que c'est une vraie sandbox? Non, parce que c'est toujours un container, ça tourne avec le même kernel que le host. Vous n'êtes pas aussi bien isolé que dans un hyperviseur. Après, voilà, c'est faisable, c'est même maintenant de plus en plus recommandé, il y a des frameworks qui se mettent en place autour de ça, Docker bosse pas mal pour réduire les capabilities des containers par défaut, donc c'est à vous de spécifier les capabilities que vous voulez. Après, voilà, ça reste du cgroups, du namespace, c'est aussi secure que ça l'est, et je sais que dans beaucoup d'environnements, les gens disent que c'est pas suffisamment secure pour PCI, pour des choses comme ça. Après, j'en reparlerai vite fait cet après-midi. Il y a maintenant, avec des orchestrateurs, il y a des runtime Docker qui, en fait, vont vous lancer une VM avec votre hyperviseur, votre KVM, vos Xen, et va lancer le container dedans. C'est transparent pour vous. Vous avez un container, sauf que vous lui dites « faites-le-moi tourner avec ça », et ça va créer une VM pour le container. Ce qui permet d'avoir tout l'outillage container, tout en derrière, tournant dans des VM séparées. Au regard du temps de cerveau qu'il faut pour mettre en place et après maintenir des applis déployées avec Docker, ça s'adresse à quel genre de projet? Genre une mairie qui te commande un site internet, il le développe et ensuite ils s'attendent à ce que ça tourne proprement pendant 5 ans en coûtant pas cher. J'imagine que c'est pas le genre de projet qui a un intérêt à être dans Docker. Alors, c'est une question intéressante. En fait, ça dépend. Est-ce que la mairie, est-ce qu'elle s'auto-héberge? Est-ce qu'elle est chez un hébergeur? Je ne sais pas comment ça marche, mais si elle est chez un hébergeur, peut-être que l'hébergeur va vouloir se dire, au lieu de faire des virtual hosts Apache comme je faisais avant pour héberger les sites de mes clients, en fait, je lance un container par client, ce qui permet de séparer un peu plus les choses. Après, est-ce que ça vaut le coup si vous avez à l'heure actuelle un petit serveur qui marche très bien, que vous savez gérer et que vous vous dites « Ah, je vais passer sur Docker parce que c'est mieux », est-ce que vous en avez besoin? Si vous n'en avez pas besoin, ça va vous prendre du temps. Il y a un vrai temps de compréhension, il y a un vrai temps d'intégration, sauf à prendre des solutions toutes faites, comme fournies par Docker ou CoreOS ou autre. Ça prend du temps. Après, ça fait gagner du temps en termes d'industrialisation. Le site de ma mairie, en fait, un jour, ils vont lancer un forum discourse parce qu'ils veulent communiquer avec leurs administrés et donc tout d'un coup, il faut installer du Ruby sur mon serveur. Ben, en fait, c'est peut-être plus simple. Avant, j'avais fait ça en container où j'avais juste un site statique. Mais en fait, là, je mets un container à côté basé sur le truc officiel de discourse. C'est en prod. C'est pas très compliqué. Ils fournissent une image, enfin, c'est un exemple, mais ils fournissent une image Docker. Ça permet d'aller plus vite. Après, oui, je pense qu'il faut une certaine échelle. Il y a, en fait, soit une certaine échelle, soit une volonté dès le départ de se dire j'ai une infra vierge, autant la penser dès le début pour les containers. Mais quoi qu'il arrive, en fait, vous allez vous retrouver à monter une nouvelle infra pour des containers, probablement avec des nouveaux hosts dédiés à ça, à faire une migration de vos applicatifs existants. Et, voilà. Et le temps d'apprentissage, c'est dense, c'est touffu, il faut pas mal expérimenter. Et vraiment, vraiment, les temps d'intégration sont très longs. Oui, je vais mettre un Jenkins qui va créer mes containers et les déployer en prod. Il y a des outils qui font ça, ça me prend une semaine. Non, ça ne va pas vous prendre une semaine, vous allez y passer du temps. Ah mince, qu'est-ce que je fais avec mes logs? Comment je fais mon monitoring? Comment je fais mes déploiements? Les alertes de sécu? La redondance, la haute dispo? Où est-ce que je stocke mes données? Ah ben oui, en fait, mon container Postgres, il va pouvoir bouger, donc il faut que le volume persistant, il bouge avec. Voilà, c'est des problématiques. Après, je pense que ça vaut le coup pour tout le monde de regarder, de jouer. Comme je disais, Docker Machine, voilà, vous avez un Docker sur votre host, vous créez 3 containers, vous regardez, peut-être. Mais je ne vais vraiment pas vous mentir, ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui proposent de l'intégration toute faite.
C'est parce qu'il y a de l'argent à se faire, parce qu'ils font gagner beaucoup de temps. Petite question derrière. C'est bien, c'est fait pour. C'est bien, c'est efficace. Bonjour, donc du coup, c'était plus au niveau de la registry. Ouais. Il y a toujours l'histoire qu'on ne peut ni squash les différentes layers, donc du coup on se retrouve au bout d'un certain temps à devoir télécharger une palanquée genre 1000, 2000 layers. Donc c'est un overhead assez conséquent. Et également le fait qu'on ne puisse toujours pas supprimer des images, genre les vieilles ou autres. Et donc du coup au final on est obligé de détruire complètement la registry pour la recréer à neuf. Est-ce qu'ils ont prévu de résoudre ces problèmes qui sont pourtant remontés depuis très longtemps ou Alors, je ne sais pas. Moi, j'avoue, j'utilise la registry, des registries hostées. J'ai jamais fait ma propre registry parce que c'était des contraintes à l'époque pour le boulot ou maintenant, moi, j'ai pas besoin d'avoir ma propre registry. Donc, je ne sais pas. Après, au niveau du squash, tout à l'heure, je parlais des layers. Il y a une nouvelle fonction. Donc, à chaque fois que vous mettez une ligne dans votre Dockerfile, ça va créer un layer. Si vous regardez beaucoup d'images Docker toutes faites, en fait, les gens font des lignes qui font une page de commandes mises les unes après les autres pour justement que l'ensemble de ces commandes ne crée qu'un layer. Depuis 2 ou 3 versions de Docker, il y a moyen de squash les images. C'est-à-dire, vous faites votre image, il y a 12 layers parce que vous avez fait 12 trucs, et en fait, vous lui dites, transforme-moi tout ça en un seul layer. Je sais. Bon, alors d'un côté c'est bien parce que ça fait plus plein de layers comme tu dis qui polluent pas mal. Après c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut tout télécharger. Donc je ne sais pas. Et pour le coup des registries, je t'avoue j'ai pas regardé la registry open source donc je ne sais pas comment on supprime ou... Ouais, donc moi personnellement la registry Docker j'ai essayé une fois, les échanges avec les développeurs n'ont pas été très fructueux, donc je suis passé à Nexus 3, la dernière version gère Docker en plus de tout ce que gère Nexus, quoi. Donc jette un coup d'œil, ça devrait pouvoir te plaire. Bonjour, j'avais une question juste sur le user namespace et je sais pas, enfin je lisais ici ou là que peut-être que c'est plus le cas maintenant justement. L'utilisateur root dans Docker, c'était l'utilisateur root de la machine hôte ou un truc comme ça. Enfin, où ça en est maintenant et surtout de la conf par défaut d'un Docker, de ce point de vue-là, on s'en est où? Alors, de souvenir, encore une fois, je bosse plus forcément avec Docker au quotidien ou autre, mais oui, le root est le root de la machine. C'est une limitation connue. Par défaut, c'est le root, et par défaut, maintenant, depuis quelques versions de Docker vous met un gros warning en disant ne lancez plus vos commandes en root dans vos containers, parce que beaucoup de gens prenaient une image. Par défaut, on est root quand on commence un Dockerfile. Et en fait, c'est bien d'avoir une instruction user dans son Dockerfile qui dit à Docker, à ce moment-là, la suite des commandes, exécute-la en tant que tel utilisateur. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis il y a plein de subtilités. Il faut lire, il faut se documenter, ça ne fait pas disparaître, enfin voilà, vous ne faites pas tourner des choses en route sur votre machine, c'est une vraie question, il faut regarder. La réponse est dans la doc pour le coup, et la réponse est oui, pour l'instant, l'utilisateur root d'un container dans Docker est l'utilisateur root de la machine. De souvenir, c'est à cause de limitations dans les API kernel, mais je ne suis plus sûr de ça. En tout cas, ça bosse dessus. Merci. Une question, sinon on arrête là. C'est bon? Bon, voilà, merci beaucoup et je vais laisser la place pour une petite présentation sur les containers en environnement de test et d'intégration.